Alors, bonne soirée à vous tous qui nous syntonisez. Alors, à nouveau, nous sommes dans l'obligation, effectivement, de nous adresser à vous par le truchement de vidéoconférences. Alors, COVID oblige, les mesures de sécurité font en sorte que non seulement notre administration a dû effectivement faire un retour en ce qui concerne les règles de sécurité au niveau de nos édifices publics. Vous avez sûrement pris connaissance, effectivement, il y a des consignes ou encore des invitations qui vous sont faites pour avoir accès maintenant à nos services d'ici le 28 octobre prochain. Donc, les services sont quand même dispensés, mais différemment, alors toujours avec les consignes que vous connaissez. Donc, comme le veut l'habitude, d'abord, je vais vous présenter les personnes qui sont à l'écran avec moi ici. Vous avez les membres du conseil municipal et 2 membres de notre administration. Et je vais commencer par, bien sûr, notre conseillère du district numéro 1, Madame Josée Laforêt. Juste à faire un petit signal. C'est pour le bénéfice, c'est pour, bien sûr, le bénéfice des personnes qui s'intonisent nos travaux pour la première fois. Donc, Madame Laforêt est responsable de la sécurité publique. Or, au district numéro 2, Monsieur Denis Vézina, qui non, je m'excuse. Hein, je suis en train de mêler les. C'est Mme Lorrain qui ne sera pas contente. J'ai enlevé son district. Il ne faut pas faire ça. Alors, district numéro 2, c'est Mme Lynne-Marie Lorrain, qui est responsable de l'urbanisme aussi et des ressources humaines. Alors, bien sûr, au district numéro 3 maintenant, M. Denis Vézina, qui est responsable du dossier du développement durable. M. Vézina. Bonsoir, et je vous dirais, M. le maire, que je tiens à garder mon district. Ah, vous comprenez. Je comprends. Chacun, je pense, qui est très attaché à son district. Hein. Alors, au district numéro 4, M. Richard Pelletier, qui est responsable des travaux publics. M. Pelletier. Bonjour. District numéro 5, M. Lacroix, Guy Lacroix, qui est responsable des loisirs, sports, vie culturelle et communautaire. M. Lacroix. Bonsoir. Numéro 5. Alors, district numéro 6, vous avez M. Émile Henry, qui est responsable, lui, jeune, personne âgée et bien sûr, toute l'activité là, la vie communautaire, mais pour les personnes âgées et la jeunesse. Monsieur. Bonsoir à tous. Ah, voilà, on a fait le tour. Alors, notre greffière, bien sûr, qui nous accompagne dans tous nos travaux, qui s'assure que la mémoire de la municipalité soit bien garnie de nos travaux. Alors, Mme Lefebvre, Mme Marie-Christine Lefebvre et M. Jean-Marie Beaupré, qui est notre directeur général, qui lui aussi, bien sûr, nous accompagne dans l'ensemble de nos travaux et qui a ultimement la responsabilité de superviser toute l'activité de la municipalité relativement aux services que nous donnons aussi aux citoyens. Donc, avant d'amorcer notre travail concrètement, je vais prendre, avant de prendre bien sûr la première résolution qui est l'adoption de l'ordre du jour, un petit pour permettre à chacun des membres du conseil, les personnes que je viens de vous présenter, de pouvoir effectivement se prédisposer à nos travaux, parce qu'on vient de faire une autre séance environ d'une heure et demie. Là. Alors, on va prendre un petit 15 secondes de répit ou de silence, comme on le fait à l'Assemblée lorsque les citoyens sont en présence. Nous prenons 1 minute. Donc, on va prendre 15 secondes pour pouvoir par la suite amorcer concrètement notre Assemblée. Merci. Alors, c'est une coutume, je pense, qui est très précieuse pour les gens qui disent qu'est-ce que c'est cette affaire-là. C'est très précieux, effectivement, parce que, vous savez, le conseil municipal, c'est le gouvernement local. Hein?
on fait de la législation aussi parce qu'on adopte des règlements et tout ça. Donc, c'est votre parlement local, c'est le parlement de proximité. Alors, c'est très important que les gens suivent bien de quelle façon donc tout ça est pris en compte par les personnes que vous avez mandatées et tout le sérieux avec lequel elles font ce travail-là. Il y a 3 points qui vont être ajoutés ce soir à l'ordre du jour. Je pense que pour les personnes qui nous suivent nos travaux par le truchement de nos médias de communication, il y a 3 points qui vont être ajoutés à l'ordre du jour. Donc, au point 26, dans les affaires nouvelles, c'est une autorisation de signature avec le syndicat de nos employés relativement à l'organisation du travail pour le service des travaux publics et aussi des horticultrices et horticulteurs. Donc, et ça, c'est dans le cadre de nos obligations d'ordre sanitaire dans le cadre de la COVID. Alors, pour la période du mois d'octobre, donc, comme notre directeur le fait aussi avec ses services, on a organisé différemment les heures de travail pour que les employés réussissent à faire la somme de travail qui leur est répartie, mais pour limiter le maximum aussi de contact entre eux, puisque ce sont des gens qui viennent de familles différentes et bien sûr qui ont leur bulle, pour parler un langage de la COVID, leur bulle particulière à eux. Donc, le point 26, c'est autorisation de signature d'une entente avec le syndicat pour modifier les heures de travail. Le point 27 maintenant qui est ajouté, c'est l'embauche d'une secrétaire juridique statut temporaire parce qu'il faut remplacer le secrétaire juridique qui a quitté. Donc, c'est le point 27. Et le point 28 aussi, c'est d'autoriser notre administration à pouvoir acheter des ordinateurs portables, des portables qui vont servir, bien sûr, particulièrement dans le cadre de la COVID, parce qu'il y a beaucoup de travail à la maison, donc le télétravail qui s'est fait depuis le printemps. Les gens ont été de retour à l'hôtel de ville ou encore dans leur lieu de travail dans différents services. Okay? Alors, ce fut une organisation pratique pour le temps, mais on pourra l'expliquer tantôt lorsqu'on vous le présentera aussi. Donc, il y a un renouvellement à faire, changer un certain nombre d'ordinateurs que nous avons présentement. Or, nous voulons faire en sorte de se doter d'un certain nombre d'ordinateurs plus pratiques, qui sont les ordinateurs portables. Donc, il serait dans l'ordre d'avoir un proposeur puis un appuyeur pour adopter l'ordre du jour avec les 3 amendements que je viens d'apporter. Alors, proposé par Mme Lorrain, appuyé par Mme Laforêt. Donc, l'ordre du jour est adopté. C'est un ordre du jour qui était connu de tous les membres du Conseil. Nous avons ajouté les 3 éléments qu'on vient de vous parler, avec lesquels les membres du Conseil étaient en accord aussi. Alors, maintenant, pour les gens qui ont l'habitude de nos assemblées aussi, ils savent très bien qu'en début de séance, nous avons au moins une demi-heure pour accueillir les questions des citoyennes, des citoyens, questions qui les préoccupent, auxquelles nous donnons les réponses appropriées. Et lorsque nous n'avons pas les réponses au complet, à la séance suivante, nous complétons ces réponses-là, ce que nous allons faire. Et bien sûr, du fait, bon, alors les questions, la première série de réponses sur les questions qui nous ont été posées le 8 septembre, je crois, c'est ça. Alors, du fait que nous avons modifié la tenue de nos rencontres à nouveau pour la faire par téléconférence maintenant, on a accueilli aussi des questions qui sont survenues au cours de la dernière semaine. Donc, nous allons d'abord procéder aux réponses pour les questions du 8 septembre. Alors, la plupart, la presque totalité, nous avions répondu et il y en a 4, je crois. Donc, il faut ajouter un complément de réponse.
Il y a une question des plus pertinentes qui nous a été posée par Mme Nathalie Bols. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Bols. Et concernant les travaux qui étaient envisagés relativement à l'intersection de la 116 versus le millénaire. La préoccupation, Mme Boll, c'est une personne qui est intervenue régulièrement auprès de nous depuis 2014 et je pense que c'était tout à son mérite d'avoir suivi puis d'avoir cette préoccupation-là pour la sécurité. Donc, pour savoir quand est-ce que les travaux se feraient et de quelle nature seraient ces travaux-là. Alors, la personne qui est responsable de la sécurité publique pour nous, Mme Laforêt, va répondre à la question de Mme Boyd. Merci, M. le maire. Peut-être que Mme Boyd, à cette heure-ci, a déjà pris connaissance de nos excellentes communications qu'on a eues par rapport aux travaux qui s'en viennent sur le boulevard du Millénaire. Alors, les travaux vont avoir lieu du 9 au 15 octobre prochain. Ce que ça consiste, c'est des travaux de sécurité, c'est des travaux ça fait beaucoup de temps qu'on attend après. Alors, c'est le prolongement du trottoir du côté de la gare pour que les personnes qui prennent le train puissent avoir accès sur le bord du Millénaire en toute sécurité. On va venir aussi mettre une barrière piéton au niveau des barrières du CN. Ensuite, il y aura de l'éclairage et les lignes d'arrêt ont été revues aussi. Alors, toute cette intersection-là a été revue et pour avoir en tête la sécurité de nos citoyens. Puis je pense qu'à la fin des travaux, les gens vont être contents et on aura un objectif d'atteindre. Ce coin-là sera beaucoup plus sécuritaire. Okay. Et aussi, je pense qu'on peut profiter de l'occasion pour rappeler que du 9 au 15 octobre, il y aura la voie ferrée, le passage de la voie ferrée va être fermé pour permettre les travaux que Mme Laforêt vient de nous indiquer. Toujours dans l'optique de la sécurité à ce point précis, M. Quentin nous rappelait l'accident de 2018 et nous posait la question à savoir si on avait eu le rapport du coroner en ce qui concerne le décès du monsieur de Saint-Bruno, Mme Laforêt. Pour le moment, on a fait une demande pour avoir l'accès au rapport du coroner et à ce jour, on n'a toujours pas eu de réponse. Nous sommes en attente du rapport. Vous comprenez que la demande s'est faite auprès du coroner qui est intervenu dans ce dossier. Et, il y a une question aussi, M. Quentin, sur l'éclairage en ce qui concerne le parc Montpellier. Est-ce que ce sera comme au pont de Pruche? Alors, M. Lacroix. Oui, en fait, ce que j'avais proposé à M. Quentin, c'est que ce sera un éclairage au DEL. Maintenant, il restait à vérifier, voir si c'était un éclairage qui était contrôlé à distance. Et la réponse est oui. Donc, l'intensité de l'éclairage va être contrôlée à distance par un système adéquat. Donc, c'est la réponse pour ça. C'est bien. Je pense qu'on a couvert le complément de réponse du 8 septembre, si je ne m'abuse. Donc, les questions plus récentes qui nous sont posées, M. François Gabouri se préoccupe toujours dans l'ordre de la sécurité. Vous savez, il y a les pistes cyclables à Saint-Basile-le-Grand, ce sont des pistes qui sont très achalandées, très utilisées. Moi, j'en utilise une en particulier là, sur le Monté-Robert, puis je suis en mesure de constater qu'à quel point il y a l'activité familiale, entre autres. Là. Alors, M. Gabouri se préoccupe du fait que lorsqu'il va faire son jogging, il y a des cyclistes qui vont à haute vitesse et qui passent près des joggeurs à proximité, très près. Alors, il donne, lui, à peine plus ou moins 15 cm. Et j'ai vécu l'expérience moi-même. Effectivement, il y a là des habitudes qui se sont développées qui pourraient faire en sorte de mettre en danger la sécurité des joggeurs qui utilisent cette piste-là. Ce n'est pas seulement pour les
aussi pour les cyclistes, mais aussi les personnes qui ont des véhicules électriques, qui sont autorisés d'aller sur cette piste-là. Alors, c'est Mme Laforêt qui va répondre aussi, puisqu'il s'agit de sécurité. Merci, M. le maire. Tout d'abord, je remercie M. Gaboury pour sa question, ses interrogations plutôt. Alors, oui, on peut réglementer tout ce qui concerne les pistes cyclables. On peut réglementer au niveau de la distance, au niveau de la vitesse. On peut aussi mettre des pictogrammes. Alors, vos interrogations vont être amenées au comité de circulation et on pourra revenir avec des solutions pour pouvoir essayer d'éviter des situations comme M. Gaboury a vécu. Mme Laforêt. Alors, M. Simon Bélanger, qui, lui, nous interpelle, nous parlant du contexte du télétravail actuel. La demande pour Internet, nous rappelle-t-il, est forte. J'aimerais savoir si Bell a fait des demandes pour installer la fibre optique dans la ville, car selon l'information que nous allons avoir des problèmes, du moins dans le secteur du pont de Pruche, en attendant que la fibre optique passe. Il y a plusieurs villes dans le secteur, dont le vieux quartier, qui ont déjà la fibre optique. Certaines ont même moins de densité urbaine. Alors, il espère que cette technologie-là va être disponible à Saint-Basile. Alors, notre directeur général a, lui, un suivi assez courant depuis plusieurs années du déploiement de ces technologies de communication-là. Alors, je vais laisser M. Beaupré le soin de nous indiquer là-dessus quel est l'état de la situation. Actuellement, la ville de Saint-Basile est servie au moins en partie par la fibre optique, puisque d'entrée de jeu, la ville est connectée sur la fibre optique. Tous nos édifices sont connectés. Par contre, je ne connais pas dans le détail chaque secteur qui peut avoir la fibre optique, mais il existe quand même, avec Vidéotron ou d'autres compagnies, des possibilités qui passent soit par la fibre optique ou d'autres alternatives. Mais je n'ai pas eu de demande dernièrement de la part de Bell Canada pour passer la fibre optique dans des nouveaux secteurs. Merci. Alors, il y a Mme Chantal Boucher qui, elle aimerait savoir si la ville de Saint-Basile va avoir son propre conteneur de recyclage de bouteilles de verre. L'annonce a été faite par les autres villes, effectivement, et elle m'a vu dans la photo. Alors, on se demandait comment se fait-il que le maire soit dans la photo et que nous n'ayons pas le conteneur ici pour le recyclage du verre. Donc, c'est les conteneurs qui ont été mis en place par un certain nombre de villes ont été mis en place dans le cadre de décision de la MRC. Nous aurions pu y participer effectivement. Okay. Alors, pour nous, au moment où le débat s'est fait, c'est à l'hiver passé, alors, il n'y avait pas intérêt sur le plan pécunier parce que ça nous aurait coûté énormément cher. Et à la même période où nous avons fait ce débat-là, le gouvernement québécois a annoncé effectivement qu'il y aurait la consignation du verre en 2022. Okay. Alors, donc, il s'agissait d'investir plusieurs dizaines de milliers de dollars pour acheter un conteneur que nous aurions plus besoin dans un an et demi. Et bon, alors, l'intérêt est là. Nous cherchons à voir s'il n'y a pas une alternative entre-temps. Cette alternative-là, bien sûr, aurait pu être celle des nouveaux conteneurs qui sont proposés et qui sont installés. Parce qu'initialement, ce n'était pas ces conteneurs-là. Ils sont plus beaux, je dirais, ceux qui sont là. Ils sont plus esthétiques. Ceux qui sont installés, notamment à McMasterville, c'est plus près de chez nous. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les conteneurs qui ont été achetés puis placés dans les autres villes, entre autres Belleuil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, etc., okay, des conteneurs qui vont être par la suite pris en charge par l'éco-centre qui est en train de se former à Mont-Saint-Hilaire. Alors, nous, on ne peut pas investir aussi dans ce conteneur-là parce qu'on va devoir le garder, y compris lorsqu'il y aura consignation. Donc, et on ne participe pas à l'éco-centre du Mont-Saint-Hilaire parce que c'est trop loin. Alors, il est démontré que lorsque vous dépassez 10 km du point de dépôt de votre éco-centre, alors il y a un problème.
Le problème, bien sûr, il se comprend, les gens disent c'est trop loin, puis là, vous encouragez une espèce aussi, souvent de dépotoirs qui qu'on a connus ici à Saint-Basile. Donc, on essaie de voir quelle est l'alternative qu'on pourrait prendre entre-temps. Sinon, rappelez-vous que dans votre bac de recyclage, vous pouvez aussi, pour un certain nombre de contenants de verre, pouvoir aussi le mettre dans votre bac de recyclage si je ne m'abuse. Alors, c'est la réponse pour cette partie-là. Troisième jardin communautaire. Alors, les gens, il y a un engouement pour les jardins communautaires. Nous en avons deux. Un au parc Duquette et l'autre au parc des cheminots. Les cheminots, j'ai lu sur vos lèvres, madame. Et des cheminots, ça m'échappait dans ma mémoire. Des cheminots toujours très bien organisés, très utilisés, etc. Parc Duquette, il y avait eu un ralentissement là. Nous avons ajouté un accès à l'eau là. Et on va voir avec M. Guy Lacroix maintenant, qui est responsable effectivement des parcs, tout ça. Alors, comment ça se déploie présentement au Parc Duquette et quel est l'avenir pour un troisième s'il y en a un? Écoutez, l'avenir, c'est le conseil qui va décider pour ça, mais oui, j'ai pris connaissance de comment ça se passe. Je pense au printemps qu'on a amené l'eau courante au parc, puis ça a changé l'aspect complet du parc. Le parc était à moitié utilisé avant qu'on amène l'eau courante. Maintenant que l'eau courante est arrivée, le parc fonctionne à plein. Même ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des gens en attente de réservation parce que la liste est pleine. Donc, c'est drôle parce que les étoiles sont bien alignées. Je pense que c'est écrit un peu dans le ciel. Moi, j'avais aussi eu la même pensée qu'il faudrait commencer à penser à un autre parc. Maintenant, évidemment, la ville peut décider de faire ça, mais la PES, l'Action pour un environnement sain, ce sont eux qui gèrent les jardins communautaires. Donc, il faut aussi s'arrimer avec eux autres, voir s'ils sont prêts à assumer un troisième jardin, à s'organiser avec ça. Mais évidemment qu'on peut, on peut avoir des discussions avec eux, puis surtout, c'est une chose qu'on peut avoir des discussions à la prochaine période budgétaire qui s'en vient très, très, très prochainement. Donc, c'est à suivre. Comme dit M. Lacroix, c'est quelque chose à considérer. Alors, merci pour chacune des questions. Hein. Souvent, vous avez remarqué aussi que parfois, les questions que nous avons apportées, c'est des questions qui nous amènent aussi à porter plus loin notre réflexion sur des services qu'on peut donner. Et le dernier point en est un exemple. Alors, nous reprenons le cours des choses. Approbation du procès-verbal maintenant de la séance du 8 septembre. Alors, les membres du Conseil en ont reçu copie et puis en ont pris, je pense, connaissance. Alors, considérant l'article 333 de la loi sur les cités et villes, et donc, il serait proposé et appuyé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020 sans être lu publiquement comme présenté. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. Monsieur Pelletier propose appuyé par Monsieur Lacroix. Il s'agit maintenant d'approuver les comptes à payer pour le mois de septembre, qui représentent les déboursés suivants. Donc, les activités de fonctionnement, 2 753 878 $ et 30 sous. Et l'activité d'investissement, 686 204 $ et 97 sous, pour un grand total de 3 400 083 $ et 27 sous. Alors, je demande au Conseil de prendre d'acte aussi des courriels du directeur général datés du 2 et du 29 septembre 2020, déposés en application de l'article 3 du règlement numéro 926 relativement à l'embauche d'employés temporaires et d'étudiants. Alors, dans la situation actuelle, vous avez remarqué au cours des 2 dernières assemblées, alors, il est très rare que le directeur général use de cette latitude-là.
mais dans la situation actuelle, il est tout à fait approprié qu'ils puissent utiliser de cette latitude-là pour pouvoir faire des embauches et qui est par la suite entériné par le Conseil, bien sûr. Alors, il serait dans l'ordre d'avoir un proposeur et un appuyeur pour, bien sûr, approuver là, les comptes du mois de septembre. Alors, proposé par M. Lacroix, appuyé par M. Henry. Alors, il s'agit ici d'un avis de motion, oui, à être donné relativement au stationnement de nuit, je pense. Madame Laforêt, c'est vous qui allez nous en faire la présentation. Oui, merci. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement afin d'exclure de l'interdiction de stationnement 4 jours durant la période des fêtes. Alors, l'interdiction de stationner ne s'appliquera pas les 24, 25, 31 et 1er janvier. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition. Je fais l'avis de motion. L'avis de motion, donc on prend en considération votre avis de motion, Madame Laforêt. OK. Alors, présentation maintenant d'un règlement pour modifier l'annexe B de la grille des usages et des normes du règlement de numéro U220 pour la zone 606H. Ça, c'est un projet de règlement là, pour le numéro 220-28. C'est Mme Lorrain qui va nous en faire la présentation. Oui, alors j'en fais avis de motion, M. le maire. Alors, il s'agit de la zone 616H. C'est à l'extrême sud-ouest de la ville. C'est en bordure du Richelieu. Alors, il s'agit d'ajouter à l'annexe B du règlement de zonage U220 dans la grille des usages et des normes, d'ajouter à la section marge, plus spécifiquement la rubrique avant minimal. Et dans la première colonne, donc la note suivante, pour les terrains adossés à la rivière Richelieu, la marge avant peut être réduite de 10 mètres. Alors, il faut penser que ça concerne essentiellement les terrains qui sont construits en bordure du Richelieu et qui sont donc adossés au Richelieu. Il y a une bande riveraine et il y a une zone inondable à cet endroit. Donc, l'objectif est de permettre de construire une résidence sans la construire en zone inondable. Donc, si on met un maximum c'est-à-dire un minimum de 10 mètres à partir de la rue, ça permet d'éviter cette zone inondable. Il y a déjà de nombreuses constructions en bordure de la route 223 qui sont à moins de 15 mètres. Donc, ça permet de venir réglementer de cette façon-là. Alors, j'en fais avis de motion. D'accord, merci. Avis de motion étant donné. Alors, ici, il s'agit d'une résolution maintenant pour adopter le projet règlement toujours dans zone U220-28 modifiant l'annexe B de la grille des usages des normes. Madame Lorrain. Oui, alors on vient d'en faire avis de motion. Donc, considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu au moins 72 heures avant la présente séance le projet de règlement U220-28, considérant qu'avis de motion vient d'être donné, considérant que pour garantir le droit de toute personne intéressée à se faire entendre dans le contexte de la pandémie, l'Assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite conformément à l'arrêté ministériel du 4 juillet 2020, un avis public annonçant la tenue d'une consultation écrite de 15 jours en remplacement de l'Assemblée publique de consultation sera publié. Évidemment, c'est un peu la même formule qu'on a utilisée ce printemps-ci. Donc, je propose d'adopter le projet de règlement U220-28 modifiant l'annexe B grille des usages et des normes du règlement de zonage U220 pour la zone 616H et de publier un avis le 7 octobre 2020 annonçant la tenue d'une consultation écrite en remplacement de l'Assemblée publique de consultation. J'en fais la proposition.
A proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Pelletier. OK. Puis cette proposition-là nous rappelle effectivement qu'on a eu beaucoup, et c'est le propre de toutes les municipalités, hein, dans le cadre de la pandémie, beaucoup de modifications, d'ajustements qu'on a dû faire à nos différents règlements pour pouvoir se conformer effectivement aux mesures sanitaires. Alors, Mme Lorrain, toujours, vous êtes dans la demande de certificat d'autorisation pour une enseigne au 283 boulevard Sir Wilfrid Laurier. Ça, c'est dans la zone 102-C. Mme Lorrain. Oui, alors il y a une demande qui a été déposée pour une installation d'une enseigne sur un bâtiment pour un commerce qui est situé au 283 boulevard Sir Wilfrid Laurier. C'est dans l'édifice qui fait le coin de Millénaire et de la route 116. Et le commerce s'appelle Watson Innovation. Considérant qu'en vertu de sa recommandation de sa recommandation 20-28 adoptée le 15 septembre dernier, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'autoriser la demande. Donc, je propose ici d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'installation d'une enseigne sur bâtiment pour le commerce situé au 283 boulevard Sir Wilfrid Laurier, le commerce Watson Innovation, le tout conformément aux documents déposés au comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 15 septembre dernier. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Lacroix. Alors, Mme Lorrain, là, vous avez ici une demande de certificat d'autorisation pour l'enseigne au 267 boulevard Sir Wilfrid Laurier aussi. C'est dans la même zone, Mme Lorrain. Oui, alors d'ailleurs, je pense que c'est déjà fait. Alors, il y a une demande qui a été déposée pour le remplacement d'une enseigne sur poteau ainsi que pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment pour le commerce qui est situé au 267 boulevard Sir Wilfrid Laurier. C'est l'ancien commerce Etier Meubles. Alors, le commerce s'appellera dorénavant Meubles Québec. Alors, il y a eu une demande qui a été étudiée au comité consultatif d'urbanisme et selon la recommandation qui a été faite au conseil, je propose ici d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le remplacement de l'enseigne sur poteau ainsi que pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment pour le commerce Meubles Québec. Le tout conformément aux documents déposés au comité consultatif d'urbanisme du 15 septembre dernier. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Henry. Demande de certificat d'autorisation maintenant pour une enseigne au 2450 boulevard du Millénaire. Oui. Mme Lorrain aussi? Oui. Oui. Alors, pour les habitués des séances publiques, vous vous souviendrez qu'il y a eu une modification réglementaire de notre règlement U220. Alors, la modification U220-27 qui venait modifier la dimension des enseignes et c'est un peu la suite de cette modification-là. Alors, il y a une demande qui a été déposée pour le remplacement des enseignes menus pour service à l'auto pour le commerce qui est situé au 2450 boulevard Millénaire. Il s'agit du commerce McDonald's. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 15 septembre dernier, je fais la proposition ici d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le remplacement des enseignes menus pour service à l'auto pour le commerce situé sur le boulevard Millénaire, McDonald's, le tout conformément aux documents qui ont été déposés au comité consultatif d'urbanisme le 15 septembre dernier. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Pelletier. Alors, nomination d'un président ou d'une présidente, parce qu'on va l'apprendre là, au comité de développement durable, notre responsable du comité de développement durable, M. Denis Vézina. Oui, effectivement. Merci, M. le maire. Donc, c'est une formalité, mais comme vous savez, le comité de développement durable a repris du service.
Donc, voici, c'est la nomination de la présidente du comité. Donc, considérant la nomination de Mme Gabrielle Pelletier à titre de membre citoyen du comité du développement durable par la résolution 2020-03-052, considérant qu'il y a lieu de nommer un président du comité de développement durable, considérant la recommandation du comité adoptée le 9 septembre 2020, je propose de nommer Mme Gabrielle Pelletier à titre de présidente du comité de développement durable, et ce pour la balance du terme de son mandat venant à échéance le 3 mars 2022. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Vézina, appuyé par M. Henry. C'est de bonne forme. Alors, M. Vézina aussi, l'Office municipal d'habitation de Saint-Basile, et les états financiers. Alors, M. Vézina. Donc, effectivement, là, ce dossier-là aurait pu être présenté également par Mme Laforêt, là, puisque nous sommes les deux à siéger sur le conseil d'administration de l'OMH. Dans le fond, c'est un dépôt des états financiers. Donc, le conseil prend acte du dépôt des états financiers au 31 décembre 2019 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Basile-le-Grand pour le programme HLM public. Je vous fais grâce de tous les acronymes. Donc, c'est un dépôt des états financiers. Il n'y a absolument rien à dire sur ce dossier. Mais il faut remplir la formalité et vous le faites bien. Merci, M. le maire. Donc, la Régie intermunicipale de la sécurité des incendies de la vallée du Richelieu, c'est pour l'approbation des prévisions budgétaires et de la quote-part 2021, en 2021, Mme Laforêt. Oui, merci. Considérant que la ville de Saint-Basile-le-Grand fait partie de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, considérant que la Régie a adopté lors d'une séance ordinaire tenue le 9 septembre dernier ses prévisions budgétaires pour l'année 2021. Considérant qu'en vertu de l'article 468.34 de la Loi des cités et villes, la Ville a reçu copie des prévisions budgétaires incluant une estimation de sa contribution financière. En conséquence, il est résolu d'approuver les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu pour l'année financière 2021, prévoyant des dépenses de 9 628 389 et d'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville fixée à 1 976 457 pour l'exercice financier 2021. Monsieur le maire, vous me permettrez de juste préciser que c'est une hausse de 6 300 $ comparée à l'année passée. Alors, j'en fais la proposition. D'accord. Proposé par Mme Laforêt, appuyé par M. Lacroix. Peut-être juste pour le bénéfice là, des gens qui nous entendent, parfois on entend un bruit de fond chez quelqu'un de chez vous. Là, ça vient de cesser, tant mieux. Dépôt, procès-verbal des organismes supramunicipaux et régionaux. Alors, je demande au Conseil de prendre acte du dépôt du procès-verbal de l'organisme suivant, c'est la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent pour la séance ordinaire du 25 juin dernier. Donc, c'est un dépôt. Alors, ici, il s'agit bien sûr de tout le bloc des relations de travail, là. Embauche d'administrateur de système, statut régulier, direction générale technique de l'information, Madame Lorrain. Merci, Monsieur le maire. Alors, il y a eu un départ du titulaire du poste d'administrateur système et selon les dispositions de la politique d'embauche du personnel, évidemment, il y a eu un processus de recrutement qui a été effectué par le service. Considérant que nous avons déjà M. David Gagnon qui occupe actuellement le poste de technicien en informatique et qu'il a acquis avant son embauche à la Ville une importante expérience à titre d'administrateur système. Et selon la recommandation du coordonnateur aux technologies de l'information, M. Martin Beaulieu,
Je propose ici d'embaucher à l'essai pour une période de 60 jours M. David Gagnon à titre d'administrateur système, statut régulier à la Direction générale technologie de l'information au salaire de l'échelon 5 et aux conditions prévues par les dispositions de la Convention collective de travail en vigueur et régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Vézina. Donc, toujours dans le bloc des ressources humaines, embauche d'un agent d'information statut régulier au service des communications et des relations avec les citoyens, Mme Lorrain. Oui, alors il y a eu un jeu, je dirais un jeu de chaises musicales, là. Alors, considérant la nomination de la titulaire régulière du poste à titre de secrétaire du service du génie et selon les dispositions de la politique d'embauche du personnel et le processus de recrutement qui a été effectué par le service, considérant que déjà Mme Emmanuelle Joly occupe le poste d'agente d'information, statut remplaçant, et ce depuis le 28 octobre 2019, et selon les recommandations très favorables de Mme Stéphanie Plamondon, qui est directrice du service des communications et des relations avec les citoyens, je propose ici d'embaucher à l'essai pour une période de 90 jours ouvrables Mme Emmanuelle Joly à titre d'agente d'information, statut régulier au service des communications et des relations avec les citoyens, au salaire de l'échelon 4 et aux conditions prévues par les dispositions de la Convention collective de travail en vigueur et régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691. J'en fais la proposition. Oui, proposé Mme Lorrain, appuyé par Mme Laforêt. Embauche d'un agent d'utilisation des plateaux récréatifs, statut remplaçant au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Lorrain. Alors, c'est un peu la même situation ici. Il y a eu une nomination de la titulaire régulière au poste à titre de technicienne en loisirs, statut remplaçant. Donc, la titulaire du poste va faire un remplacement à titre de technicienne en loisirs. Il y a eu, évidemment, il y a lieu de remplacer la titulaire du poste pendant son absence et selon les dispositions de la politique d'embauche et le processus de recrutement qui a été effectué par le service et selon les recommandations du coordonnateur aux équipements et aux installations, M. Donald Zimmer. Je propose ici d'embaucher M. Alexandre Chainevert-Voyer pour une période de 12 mois, débutant le 6 octobre 2020 et se terminant le 5 octobre 2021 à titre d'agent d'utilisation des plateaux récréatifs, statut remplaçant au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au salaire de l'échelon 3 et aux conditions prévues par les dispositions de la Convention collective présentement en vigueur et régissant les membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Vézina. Et toujours dans le bloc des embauches, embauche horticulteur, statut temporaire et étudiant au service des travaux publics cette fois-ci, Mme Lorrain. Oui, alors, considérant le départ d'un employé en horticulture et considérant que 2 employés embauchés par 2 résolutions pour la période estivale, dont les emplois se terminaient les 21 et 22 août 2020, sont disponibles pour poursuivre leur travail auprès de la Ville. Alors, considérant l'expérience acquise de ces employés et l'excellence de leur travail, et selon les dispositions de la politique d'embauche du personnel, selon les recommandations du directeur du service des travaux publics, M. Éric Saillant, considérant que le directeur général, M. Jean-Marie Beaupré, a utilisé son pouvoir d'embauche conféré par le règlement 926 afin que les employés puissent débuter le 22 septembre. Alors, il est proposé ici de confirmer l'embauche de M. Arthur Gauthier à titre d'horticulteur, statut temporaire,
rétroactivement au 22 septembre 2020 et ce jusqu'au 4 septembre 2020 au service des travaux publics au salaire de l'échelon 1 pour 18,75 heures par semaine et aux conditions prévues par les dispositions de la Convention collective de travail en vigueur et régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691. Je propose aussi de confirmer l'embauche de Mme Cassandra Tardif à titre d'horticultrice, statut étudiant, rétroactivement au 22 septembre 2020 et ce jusqu'au 4 décembre 2020 au service des travaux publics, 5 heures par semaine, au salaire et conditions prévues par les dispositions de la Convention collective qui régit les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Pelletier. Alors, à nouveau, une embauche, puis après ça, on va vous donner un petit répit, Mme Lorrain. Embauche d'un commis bibliothécaire, statut étudiant, ça c'est au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour une période, la période du 2 septembre cette année au 2020 à 2 septembre, au 1er septembre 2021. Madame Lorrain. Oui, alors, considérant que les emplois de 6 commis à la bibliothèque statut étudiant venaient à échéance le 1er septembre 2020, et considérant qu'ils ont une excellente expérience et qu'ils ont une qualité de travail qui est excellente aussi, il y a lieu de renouveler leur embauche et selon les recommandations de la directrice de la bibliothèque, Mme France Goyette, et aussi considérant que le directeur général, M. Jean-Marie Beaupré, a utilisé son pouvoir d'embauche conféré par le règlement 966, le même règlement de tantôt, afin que les employés puissent continuer leur travail à compter du 2 septembre. Je propose ici de confirmer l'embauche des personnes suivantes à titre de commis bibliothèque, statut étudiant au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, rétroactivement au 2 septembre de cette année et ce jusqu'au 1er septembre 2021. Alors, il s'agit de Élise Blouin, Naomi Brisson, Thomas Chabot, Marianne Denis, Catherine Frigon et Ève Gaboury. L'horaire et l'assignation de travail sont établis par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en fonction des besoins à la bibliothèque. Les conditions de travail et le salaire sont déterminés par les dispositions de la Convention collective en vigueur et régissant les membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691. J'en fais la proposition. Mme Lorrain propose, appuyé par M. Henry. Autorisation de signature maintenant d'une entente avec le Conseil régional en environnement de la Montérégie pour un projet qui s'appelle Embarque Montérégie. Donc, c'est M. Vézina qui va nous dire de quoi il en retourne. Je n'avais pas vu que c'était un des points. Écoutez, c'est un projet qui, dans le fond, favorise le covoiturage. Donc, c'est une application, c'est sur une application, un site Internet, vous pouvez vous inscrire et ça libère un peu, dans le fond, le service qu'on avait déjà. Donc, en gros, c'est considérant que le projet Embarque Montérégie fait la promotion du covoiturage en créant un réseau de stationnement réservé au covoiturage en Montérégie. Considérant que ce projet a pour but de permettre aux conducteurs et aux passagers de se rejoindre à un endroit central, sécuritaire, légal et gratuit. Considérant que la mobilité des citoyens fait partie des préoccupations de la Ville et que l'amélioration des infrastructures pour favoriser le covoiturage vient compléter les autres options de transport de la Ville, comme le transport collectif et le réseau cyclable. Considérant que ce projet est à faible coût pour la Ville, puisqu'elle ne doit que fournir des espaces de stationnement et en assurer l'entretien. Considérant qu'il y a lieu de déterminer les modalités de ce projet en concluant une entente avec le Conseil régional en environnement de la Montérégie, je propose d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le contrat d'utilisation à intervenir entre le Conseil régional en environnement de la Montérégie et la Ville. A proposé M. Vézina, appuyé Mme Laforêt.
Une appui demandé maintenant, demande collective, dis-je, de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu pour le programme de soutien à la démarche municipale Amis des aînés. C'est le volet 1, ça, c'est M. Henry, je crois. Oui, alors, considérant le vieillissement de la population est une préoccupation importante puisqu'il y a des répercussions directes sur les divers aspects de la gouvernance locale au cours des prochaines années. Considérant qu'il est souhaitable d'offrir un milieu de vie convenable et inclusif aux aînés résidant sur le territoire de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, autrement dit MRCVR, afin d'encourager leur participation active au sein de la communauté, considérant aussi que le secrétariat des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux offre un soutien d'accompagnement ainsi que de l'aide financière grâce au programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, MADA, afin de soutenir les municipalités et les municipalités régionales de comté qui entreprennent une démarche en vue de réaliser une politique et un plan d'action en faveur des aînés. Ce programme de soutien se divise en deux volets, soit le volet 1, soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés, et le volet 2, soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés. Alors, en considérant que certains enjeux transversaux gagneraient à être traités régionalement par l'entremise de la MRCVR, considérant pour qu'une MRC soit admissible au volet 1 du programme, elle doit coordonner un regroupement d'au moins 5 municipalités ou représenter une portion minimale de 25% de celles qui sont compromises sur son territoire. Considérant de ce fait, au moins 4 municipalités du territoire de la MRCVR doivent adhérer au regroupement afin que ce soit présenté par la MRCVR une demande de soutien financier sur une base collective dans le cadre de ce programme. Considérant que chacune de ces municipalités doit avoir sa propre politique des aînés assortie d'un plan d'action qui en découle, considérant que la ville de Saint-Basile-le-Grand n'est pas admissible, selon les critères du secrétariat des aînés, à déposer une demande sur une base collective avec la MRCVR, qu'il y a plusieurs avantages à réaliser une demande collective en lien avec la MRCVR, car elle permet d'établir une concertation entre toutes les municipalités, de donner un soutien aux municipalités avec moins de ressources, d'identifier les enjeux et les actions nécessaires qui touchent l'ensemble du territoire, de faciliter les liens avec les acteurs des milieux régionaux et provinciaux, de s'assurer d'avoir, merci le maire, d'avoir une mission globale du territoire pour permettre de faire les liens locaux, d'avoir accès au volet 2 du programme de soutien à la démarche MADA, qui est un soutien dans la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés du territoire, de personnalités qui réalisent une démarche individuelle. Et finalement, en considérant que la MRCVR jouera un rôle de coordination dans la réalisation des travaux d'une démarche MADA. Alors, il est résolu d'appuyer le dépôt par la MRCVR d'une demande de soutien financier sur une base collective dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés, de s'engager à participer à la réalisation d'une politique et d'un plan d'action Municipalité Amis des aînés, MADA, de la MRCVR afin de partager les enjeux observés qui gagneraient à être traités régionalement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Henry, appuyé par M. Vézina. Comme vous avez vu, il y a de la matière là-dedans. C'est cette politique des aînés-là. C'est très, très précieux, là. Alors, l'adoption maintenant d'un plan d'action de 2020, 21, 22 pour la politique culturelle de Saint-Basile-le-Grand, M. Lacroix. Oui, merci, M. le maire. Donc, pour les aînés, un jour, ça sera notre tour, fait qu'on n'est pas rendu là encore.
Donc, on va prendre soin de ceux qui sont rendus là. Oui, l'adoption du plan d'action. Considérant que le Conseil a adopté la politique culturelle de Saint-Basile-le-Grand révisée par les résolutions 2016-06-169 lors de la séance tenue le 6 juin 2016, donc c'était le plan d'action 2017-2020 sur triennal. Considérant que la Ville souhaite orienter son développement culturel selon 3 grandes orientations, soit l'accessibilité, le renforcement de l'identité grand-basiloise et le soutien au développement culturel. Considérant que le Comité de développement culturel recommande au Conseil d'adopter le plan d'action de la politique culturelle de Saint-Basile-le-Grand pour les années 2020 à 2022. Donc, on sait que 2020 est presque terminé, mais ce qu'on n'aura pas le temps à faire en 2020, on va pouvoir se rattraper en 2021, 2022. Donc, je vous suggère, en passant, d'aller voir ça, ce plan d'action. Vraiment, la Ville, on veut vraiment soutenir la culture. Et puis, 40 moyens d'action qui ont été mis en place pour justement soutenir les grandes orientations, soit l'accessibilité, le renforcement de l'identité grand-basiloise et le soutien au développement culturel. Donc, le comité a travaillé fort là-dessus. Et puis maintenant, je propose d'adopter le plan d'action de la politique culturelle de Saint-Basile-le-Grand établissant les stratégies d'intervention et moyens d'action pour les années 2020, 2021 et 2022. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. M. Lacroix propose, appuyé par M. Pelletier. Il s'agit ici d'une demande d'aide financière qu'on doit faire au ministère de la Culture et des Communications, bien sûr. Ça, c'est pour le programme d'appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. Là. Ça, c'est pour cette année et 2021. C'est M. Lacroix aussi. Oui, c'est une aide financière qu'on fait à chaque année, je ne sais pas depuis combien d'années. Et puis, ça nous permet d'avoir une subvention d'abord sur les livres québécois, un 50% de subvention, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se rajoutent par-dessus ça que je ne peux pas énumérer, mais c'est quelque chose qui est très intéressant pour notre bibliothèque, notre ville. Donc, considérant que la Ville désire présenter une demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, année 2020-2021, considérant la recommandation de la directrice de la bibliothèque, Mme France Goyette. En conséquence, je propose d'autoriser la production et le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2020-2021 auprès du ministère de la Culture et des Communications, d'accepter l'aide financière annoncée le 9 juin 2020 par le ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour couvrir une partie des frais liés à la réalisation du projet de développement des collections à la bibliothèque pour l'année 2020. Et enfin, de désigner la directrice de bibliothèque, Mme France Goyette, comme on fait chaque année, à titre de mandataire de la Ville dans le cadre de ce projet et d'autoriser celle-ci à signer tout document à cet effet. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lacroix, appuyé par M. Vézina. Et en régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, c'est les travaux de bouclage d'aqueduc. M. Pelletier. Oui, alors j'étais justement en train de goûter aux produits de la régie. Alors, considérant que la régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, on va dire la RIEVR, envisage l'ajout d'une conduite maîtresse d'aqueduc pour améliorer la fiabilité de notre réseau d'aqueduc et la pression en pointe horaire à Saint-Basile-le-Grand. Alors, si on considère que cette nouvelle conduite va être construite en bordure du boulevard C. Wilfrid Laurier, à partir de la rue Tétreault à McMasterville jusqu'à la conduite maîtresse existante de Saint-Basile-le-Grand, soit une distance d'environ 2600 mètres. Considérant que dans le cadre du projet de la RIEVR ou plus vraisemblablement dans une phase ultérieure, un réservoir ou un poste de surpression pourrait être ajouté. Considérant que la Ville prévoit déjà la construction d'une nouvelle conduite maîtresse pour boucler son réseau
dans le PTI de notre plan triennal d'immobilisation pour 2022 pour répondre aux besoins actuels et futurs, considérant la recommandation du directeur du service du génie, M. Robert Roussel, en date du 23 septembre dernier. Alors, en conséquence, je propose, et je viens de perdre ma page, de demander à la RIAVR, donc, d'entamer les démarches en vue de procéder aux travaux de bouclage d'aqueduc. Il ne s'agit pas d'un chèque en blanc qu'on ferait à la RIAVR, mais c'est vraiment d'entamer la planification et au fur et à mesure où on aura plus de détails et des devis sur les travaux, on sera appelé comme ville, bien sûr, à se prononcer et à superviser le tout. Alors, j'en fais donc la proposition. A proposé M. Pelletier, appuyé par M. Vézina. Oui, merci, M. le maire. Adhésion au projet régional de la coopération internationale en loisirs, sport, international. Hey, je vois grand, moi, là, aujourd'hui. Intermunicipal en loisirs, sport, culturel, communautaire. Alors, donc, la municipalité régionale de Comté de la Vallée du Richelieu, M. Lacroix. Je pense que votre micro est fermé, M. Lacroix. Je ne voulais pas vous déranger. Maintenant, c'est à mon tour. Bon. Je ne vais pas vous déranger. Donc, il faut toujours nous déranger un petit peu. Oui. Considérant qu'un mandat a été octroyé à la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre d'un programme d'aide gouvernementale visant à soutenir une initiative régionale de coopération intermunicipale de loisirs, sport, culture et communautaire, considérant que la Ville a pris connaissance du guide à l'intention des organismes municipaux, aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, considérant que la Ville désire participer au projet afin de cartographier des actifs culturels et sportifs, d'évaluer les besoins en matière de culture et loisirs, d'identifier les possibilités de collaboration et d'établir une formule de partage relative aux frais de construction et d'opération dans le cadre du programme. Donc, c'est vraiment un programme pour pouvoir que les villes puissent en fait s'associer ensemble pour avoir une infrastructure qu'une ville ne pourrait pas se permettre à elle seule. Et c'est un programme que le gouvernement, c'est une aide financière que le gouvernement donne à la MRC. Donc, profitons-en, on ne sait jamais ce que ça peut nous mener. Donc, je propose de s'engager à participer au projet intitulé Coopération intermunicipale en loisirs, sport, culture et communautaire, piloté par la MRC afin de cartographier les actifs de loisirs, de sport, de culture et d'activités communautaires, d'évaluer les besoins en matière de loisirs, de sport, de culture et d'activités communautaires, d'identifier les possibilités de collaboration régionale et intermunicipale et d'établir une formule de partage relatif aux frais de construction et d'opération des actifs potentiels. Donc, ça ne nous engage pas nécessairement, mais au moins, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc, voilà. Aussi, je propose qu'il est de plus résolu que le coordonnateur aux équipements et aux installations, M. Donald Zimmer, représente la Ville à la table de concertation régionale créée aux fins du projet et participe aux rencontres. Finalement, j'en fais la proposition. On a proposé M. Lacroix, appuyé par M. Pelletier. OK. Alors là, on va entreprendre les points qu'on a ajoutés jour. Donc, il y a d'abord 2 points qui concernent les relations de travail, donc les ressources humaines, d'autoriser la signature d'une note d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique local 1691 en ce qui concerne le point qu'on a vu un petit peu plus, que j'ai annoncé en début de séance, concernant l'aménagement des horaires de travail pour le service public, les travaux publics, dis-je, et aussi les horticultrices. Madame Lorrain. Oui, alors, je pense que c'est superflu de rappeler qu'on est en période de pandémie, on est en zone rouge, on a vraiment un effort à faire et notre directeur général et nos directeurs de service ont fait une réflexion et ont établi, je dirais, un programme d'action pour améliorer, je dirais,
nos façons de faire et, entre autres, protéger nos employés, ça en fait partie. Donc, considérant la deuxième vague de la pandémie actuelle causée par la COVID-19 et les mesures de distanciation sociale demandées par le gouvernement du Québec, considérant que la Ville souhaite mettre en place 2 équipes de travail distinctes afin de préserver les employés et d'assurer le maintien des services relatifs aux travaux publics en cas de contamination ou d'isolement obligatoire, considérant qu'il y a lieu de modifier l'horaire de travail pour les préposés aux travaux publics et les horticulteurs au service des travaux publics, afin de créer 2 équipes qui travailleront selon 2 horaires différents en alternance d'1 semaine, soit le premier horaire qui commence à 6h30 jusqu'à 15h30 du lundi au jeudi et de 6h30 à 11h30 le vendredi, et le deuxième horaire, donc le deuxième groupe, de 7h30 à 16h30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 12h30 le vendredi. Considérant la recommandation de la directrice du service des ressources humaines, Mme Annie Lessard, je propose ici d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et le directeur général ou en son absence, la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691, relativement au nouvel horaire de travail des préposés aux travaux publics et des horticulteurs du service des travaux publics du 5 octobre au 30 octobre, selon 2 horaires différents en alternance d'1 semaine. Je voudrais mentionner aussi qu'il n'y a pas seulement les horaires, mais il y a aussi les lieux de travail, les lieux où ils peuvent prendre leur pause, où ils peuvent prendre leur lunch. Alors, on a veillé à isoler vraiment 2 équipes de travail, évidemment, pour minimiser les risques de contamination. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Juste une petite note, vous avez mentionné Mme Annie Lessard. Les gens ne voient pas le document, là, donc c'est Annie Savaria. Je m'excuse. C'est pas grave. Annie Savaria. Je vous remercie. Bien. Alors, Mme Lorrain a fait la proposition appuyée par Mme Laforêt. OK. Embauche maintenant de secrétaire juridique, statut temporaire au service du greffe. Mme Lorrain. Oui. Alors, considérant le départ de la titulaire du poste pour la retraite et de l'annulation de l'embauche de l'employé matricule 2057, considérant qu'il y a lieu d'embaucher une personne jusqu'à ce que le processus d'embauche soit terminé, afin que la fonctionnalité du service du greffe ne soit compromise. Et selon les recommandations de la greffière, Mme Marie-Christine Lefebvre, en date du 1er octobre dernier, je propose ici d'embaucher quelqu'un qu'on connaît, Mme Joanne Vidal, à titre de secrétaire juridique, statut temporaire au service du greffe à compter du 6 octobre 2020 à raison de 3 jours par semaine jusqu'au 23 décembre 2020 au salaire de l'échelon 5 et aux conditions de travail déterminées par les dispositions de la convention collective présentement en vigueur et régissant les membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691. Je rappellerai aux citoyens que Mme Joanne Vidal a été de nombreuses années l'adjointe au cabinet du maire et du directeur général. Elle vient nous donner un coup de main et je suis sûre qu'elle va relever le défi avec beaucoup d'expérience, d'expertise, comme elle l'a toujours fait. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Alors, Mme Lorrain propose appuyé par Mme Laforêt. Okay. Alors, le papillon suivant. Alors, en ce qui concerne la commande d'ordinateur portable, moi, j'ai ici le rapport au conseil, je n'ai pas la résolution. Est-ce que, Richard, vous l'avez? Parce que, Richard, vous êtes avec moi au comité des finances, peut-être que vous le laisserez présenter.
Votre micro est fermé, M. Pelletier. Votre micro est fermé, M. Pelletier. Excusez-moi, oui. Alors, oui, éducation, question d'ordinateur, oui, j'arrive. Je m'excuse, je vous ai pris un peu au dépourvu, mais Non, bon, j'ai eu une... c'est parfait, c'est parfait, c'est oui. parfait. OK, parce que j'étais sous l'impression que j'avais Oui. la résolution, mais j'avais juste un rapport au conseil. Non, c'est beau, je l'ai. Alors, considérant qu'en raison de la crise sanitaire actuelle causée par la pandémie de COVID-19, plusieurs employés doivent effectuer du télétravail, considérant que dans le cadre des achats prévus en informatique pour l'année 2020, il est préférable pour la Ville d'acheter un plus grand nombre d'ordinateurs portables plutôt que des ordinateurs fixes. Alors, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de faire des achats supplémentaires. C'était déjà prévu du remplacement de certains ordinateurs. C'est juste qu'on va plutôt pencher dans plusieurs cas pour des modèles portables plutôt que le modèle fixe de bureau. Considérant qu'il y a lieu également d'acquérir une station d'accueil, bien sûr, pour les 20 employés en question. Considérant que la Ville a négocié un contrat d'acquisition avec le Centre de services partagés du Québec, considérant le rapport de la recommandation du coordonnateur de technologie de l'information, M. Martin Beaulieu, en date du 2 octobre 2020, il est résolu. Alors, je propose d'autoriser l'acquisition du matériel informatique et d'environ 20 ordinateurs portables auprès du Centre de services partagés du Québec pour un montant ne devant pas dépasser 40 000 $. Ces montants sont au budget d'ailleurs. Alors, j'en fais la proposition. A proposé M. Pelletier, appuyé par M. Vézina. Donc, je pense qu'on a fait le tour de notre ordre du jour. Avant de clore l'Assemblée, j'aimerais rappeler à vous tous et toutes qui nous entendez aujourd'hui, vous pouvez nous faire parvenir vos questions de tout ordre qui ont lien avec ce que la présentation que nous avons fait aujourd'hui, les engagements qu'a pris le conseil municipal aussi, ou toute autre question qui sont d'intérêt pour vous, mais qui sont en lien avec la municipalité, bien sûr. Autre élément, je pense, qui est pertinent de soulever, et je pense que je reflète bien aussi la pensée du conseil municipal, c'est de vous inviter à être résilient. On traverse à nouveau ce qu'on appelle la deuxième vague, alors, qui était appréhendée, qui était bien sûr non seulement appréhendée, mais presque avec certitude qu'on l'aurait. Et puis, c'est l'inconnu encore, parce qu'elle prend une autre forme un peu, et puis elle s'en prend à des gens de plus bas âge. On nous apprenait hier que la population entre 20 ans et 59 ans était touchée à la hauteur de 60 %. Alors, ce qui était l'inverse pour les personnes plus âgées dans la première vague. Donc, on voit jusqu'à quel point ce virus-là n'a pas d'âge. Hein? Il s'attaque à toute personne et tout ça. Très virulent aussi. Alors, le nombre de décès, peut-être pas la même chose, ce qui est souhaitable, hein, qu'il n'y ait pas beaucoup de décès. Ce qui est le plus appréhendé, puis je pense qu'il faut se le dire entre nous, c'est l'impact que nous allons avoir s'il y a trop de gens affectés, l'impact qu'on va avoir sur les services hospitaliers. Les services hospitaliers sont déjà saturés, un personnel très réduit par rapport à des compressions qui ont été faites dans le passé en ce qui concerne les services de première ligne, d'une part, et le fait aussi qu'on a dû retarder avec la première vague beaucoup d'interventions nécessaires et on allonge ainsi la liste des chirurgies qui sont électives et ça, c'est un peu le drame. Donc, c'est pourquoi je prends un petit moment pour vous en parler un peu plus. Je pense qu'on a tous une contribution à apporter pour pouvoir combattre non seulement la COVID comme telle, mais pouvoir faire en sorte que notre réseau hospitalier puisse supporter ses obligations en ce qui concerne le bien-être collectif et surtout la santé collective qu'on a. Donc, soyez résilients. Je pense que je me fais le porte-parole de l'ensemble des membres du
conseil municipal, notre administration, pour dire aussi jusqu'à quel point on apprécie les efforts que vous faites. Et je pense que globalement, il y a un comportement assez admirable fait par nos citoyens de Saint-Basile-le-Grand. Alors, nous, on se déplace, je pense chacun de nous, dans la municipalité et on est en contact avec vous, on observe et tout. C'est bien sûr qu'il y a des exceptions. Il y a des gens, par exemple, qui vont croire à autre chose. Ils ont le doute de tout ça. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de savoir ce pourquoi on fait cette lutte-là. Est-ce qu'il y a la COVID? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Okay? Est-ce qu'on a une autorité pour pouvoir nous guider, qui est sécure et fiable? Oui, ça existe aussi, c'est la santé publique. Okay? À partir du moment où on s'en remet à la santé publique et qu'ensemble, on se conforme à des directives qui sont aléatoires souvent parce que c'est l'imprévu aussi, mais assez rassurantes. Pas mal plus rassurantes que ce qu'on entend parfois lorsqu'on a le doute. Donc, bref, soyons résilients, soyons combattants, soutenons-nous, évitez de vous isoler et aussi, bien sûr, chaque fois que vous avez l'occasion, ce n'est pas nécessaire d'aller voir le voisin ou la voisine ou quoi que ce soit, mais on peut communiquer. Les moyens de communication aujourd'hui sont extraordinaires, spontanément, on peut garder le contact, éviter de s'isoler et tout. Je conclue en vous rappelant aussi, même si la municipalité s'est mise partiellement sur pause en réorganisant autrement les services qu'elle vous donne, okay, vous avez tous les moyens pour pouvoir contacter nos différents services lorsque vous avez un besoin. Et ce, malgré les consignes qui nous sont données jusqu'au 28 octobre, dis-je. Et voyons aussi pour se préparer à se faire une musculation morale pour pouvoir faire aller au-delà du 28 octobre. Je pense qu'on aura besoin. Alors, merci à chacun et chacun de vous d'avoir été là. Merci à mes collègues du Conseil pour leur excellent travail et Mme Lefebvre et M. Beaupré aussi, un grand merci. Bonne fin de journée et puis soyez prudents. Je vais proposer la levée, M. le maire. Ah, il faut effectivement rendre ça officiel, la levée. Donc, Mme Lorrain propose la levée de l'Assemblée et Mme Laforêt propose l'appui. Donc, ce qui nous permet effectivement de pouvoir clore officiellement cette réunion-là. Soyez prudents.